Bonjour les amis, on va voir aujourd'hui si l'épicéa est capable de pouvoir porter des ananas et des fraises au sein même de son feuillage et voir comment ce dernier arrive à avoir différentes mésaventures, là encore avec des relations très complexes, notamment avec des insectes. L'épicéa, on le connaît, c'est un arbre qui pour moi est assez spectaculaire. Il va pousser jusqu'à 30 mètres de haut avec, comme vous le voyez, des aiguilles assez intéressantes puisqu'elles sont assez vertes avec des branches qui sont souvent assez dressées puis retombantes quand il devient plus âgé. Donc on a vraiment une forme très originale. Et même si ce conifère va avoir une croissance assez rapide, il peut tout à fait avoir des problèmes notamment au niveau des exigences puisque l'ensemble de ses racines vont être superficielles et il craint très fortement la chaleur et notamment la sécheresse. Ce qui fait que très souvent, notamment quand on a de fortes sécheresses, c'est l'un des tout premiers à disparaître et à sécher sur place. Et actuellement, avec l'ensemble des chaleurs que l'on a notamment sur toute la France, c'est l'un de ceux qui va souffrir le plus. Et cela va aussi se traduire par des apparitions de différents types de fruits comme des fraises ou des ananas. Mais s'agit-il véritablement de fruits? S'agit-il en effet d'ananas ou de fraises que l'on pourrait cueillir et manger facilement sur l'arbre? On va essayer d'étudier un petit peu ce phénomène très particulier qui atteint certains types évidemment d'épicéa mais qu'on peut parfaitement aussi retrouver dans certains cas sur le mélèze. Des ananas et des fraises dans un épicéa. On va essayer de zoomer un petit peu pour voir quelle est la véracité au niveau de ces différentes formes qui dans certains cas sont directement au niveau des extrémités des rameaux. Certains rameaux vont pouvoir développer des formes très particulières, notamment au niveau des extrémités. Comme vous pouvez le voir, cette forme assez particulière, tout à fait ronde, qui ressemble un petit peu à un nœud au bout directement des branches de l'épicéa commun, forme en effet comme une sorte de mini ananas et qui, notamment sur l'épicéa commun, va s'appeler la gale en ananas. Vous l'aurez compris, il ne s'agit évidemment pas d'un fruit, mais bien évidemment d'une attaque de parasites qui va engendrer cette forme très particulière que seul l'épicéa commun va pouvoir développer. Elles vont être assez facilement reconnaissables, notamment pendant l'été, parce qu'il va y avoir tout un cycle que je vais essayer de vous développer, notamment au niveau de deux types de pucerons qui vont être responsables directement de ces déformations. Mais l'on va voir que le mélèze a aussi un rôle dans la reproduction et le cycle nécessaire pour ces deux petits insectes qui sont là évidemment pour former des gales très particulières, dont le nom français veut souvent dire le kermès, soit de l'épicéa, soit évidemment du mélèze. Deux insectes sont donc directement impliqués au niveau même de la déformation de ces rameaux. Il s'agit donc du Sachyphantes viridis et Adelges laricis. Autant l'épicéa que le mélèze vont être atteints par ces différents types d'attaques de pucerons qui vont former soit des gales chez l'un, soit directement des décolorations et encore pire, des chutes d'aiguilles chez l'autre. Voyons un petit peu comment fonctionne le cycle de reproduction et l'implication directe au niveau notamment de l'épicéa. La femelle fondatrice des pucerons, qui va être la mère portant tous les œufs de ces différents petits insectes, va directement venir piquer les extrémités tendres et particulièrement intéressantes puisque les tissus sont encore en formation au niveau des extrémités de l'épicéa. C'est pour ça qu'on retrouve notamment toutes ces gales au niveau des extrémités. C'est là où l'on va pouvoir avoir un maximum de division cellulaire permettant la formation des gales. Notamment, évidemment, en mars ou en mai. C'est là où la femelle va directement pondre, notamment sous l'écorce ou directement dans des bourgeons, permettant la formation des gales. C'est en fin de compte les sécrétions salivaires de ce puceron qui vont être directement introduits dans les jeunes tissus sortant de la dormance hivernale qui vont ainsi former par cette sécrétion directement des formations de gales. La femelle va directement pondre ensuite à l'intérieur même de l'endroit où elle aura pu déposer sa salive,
permettant ainsi à ces œufs d'être totalement protégés sous l'écorce. La salive de ce puceron fondatrice, de la mère de l'ensemble des différents œufs qui vont être pondus à l'extrémité des rameaux, ressemble très fortement à une hormone végétale, ce qui fait que les divisions cellulaires au niveau directement de l'épicéa vont être multipliées, formant ainsi cette gale qui va évidemment aussi être entretenue par les larves qui possèdent la même salive et vont ainsi permettre de créer cette espèce de gale en forme d'ananas. Et l'on est bien devant une relation parasitique. Les différentes larves et évidemment les pucerons vont parasiter l'épicéa pour leur permettre deux choses. Évidemment de se nourrir grâce à la sève, ils vont être tranquillement installés à l'intérieur même de la gale et vont pouvoir avoir un repas gratuit, mais aussi cela va pouvoir les protéger des différents prédateurs des pucerons par cette gale hermétique ne permettant pas aux différents autres prédateurs des pucerons de les atteindre. Ils sont en sécurité et en plus, ils ont à dîner. Ainsi, les différentes larves vont pouvoir se développer pendant tout le printemps, mais ce n'est qu'à partir de juillet et évidemment en août, à cette période, que les gales vont commencer à sécher et qu'il va y avoir des ouvertures permettant aux différentes larves qui ont pu évoluer et se développer sous forme de pucerons d'être libérées pour ainsi contaminer d'autres arbres alentours. Le mélèze est souvent un hôte secondaire, c'est-à-dire que les différents pucerons qui vont voyager de l'épicéa jusqu'au mélèze vont pouvoir d'une part se nourrir par les différentes aiguilles du mélèze, mais aussi se cacher notamment sous les écorces et dans les bourgeons, notamment en préparant l'hiver, puisque généralement ces pucerons vont avoir 2 ans de vie. Et ce n'est qu'à partir de la 2e année qu'ils vont commencer à se reproduire pour former évidemment des colonies sur d'autres épicéas. Mais ce qui est très original aussi avec ces différents pucerons, c'est que suivant l'espèce végétale qui va être parasitée, elle ne va pas réagir de la même façon et on va avoir des formes de gales totalement différentes. Autant sur l'épicéa commun, l'on va avoir évidemment des formes en tant que mini ananas, mais sur d'autres, l'arbre va réagir différemment. Vous avez ici sous les yeux un autre type d'épicéa que l'on appelle la sapinette d'Orient, Picea orientalis. C'est une plante qui nous vient directement du Caucase et d'Asie mineure, donc on n'aura pas l'occasion de la voir assez souvent, notamment dans les forêts françaises. Mais il n'empêche que comme tous les picéas, elle peut parfaitement être parasitée. Et l'on va dans certains cas se retrouver avec différentes formes très originales, notamment sur le feuillage. Vous pouvez le voir ici, on a des mini-fraises et elles ressortent fortement au niveau du feuillage beaucoup plus sombre de cette sapinette d'Orient puisque, comme vous pouvez le voir, ce vert est assez tendre par rapport au feuillage qui lui est beaucoup plus sombre. Et on a presque l'impression que, à la vue de ces différentes petites boules sur notamment cette sapinette d'Orient, on serait presque devant un sapin de Noël avec en fin de compte avant l'heure ses décorations. Il n'en est rien et il s'agit des mêmes pucerons galigènes qui forment des gales que ceux que l'on a pu voir notamment sur l'épicéa et à première vue on pourrait presque les confondre avec des pommes de pin qui pour le coup sont des pommes d'épicéa. Mais il n'en est rien, regardez bien, nous avons ici la véritable pomme d'épicéa au niveau de la sapinette d'Orient qui en effet est beaucoup plus longue, qui va être totalement marron et qui va non pas renfermer des larves de pucerons, mais bien les différentes graines de cette plante lui permettant de se reproduire à travers son environnement. Et si l'on coupe en deux cette gale, on voit bien que tous les tissus autour des différentes loges contenant les différents insectes vont être des tissus générés de façon anarchique et sans aucune structure. Ce n'est qu'une boursouflure au niveau des tissus permettant ainsi de loger et de nourrir ces différents pucerons. Il faut aussi savoir qu'à la fin de l'été, notamment au mois d'août, les différentes gales en ananas vont sécher et devenir brunes. Il ne restera en fin de compte plus que la déformation du rameau qui a pu contenir ces différentes gales, qui est aussi un signe extérieur permettant de déterminer les attaques de pucerons. Et la question qu'on pourrait se poser est de savoir, est-ce que l'on doit lutter contre ces différents types de gales et quels sont leurs impacts concernant le végétal? Est-ce que celui-ci est en danger et quel type de lutte on peut organiser contre les différents pucerons? Les seules luttes que j'ai pu voir au niveau directement des gales en ananas
sont les luttes qu'on peut avoir au niveau des pépinières. Pourquoi? C'est simple. Le végétal que l'on a doit être le plus beau possible pour être vendu. Et très souvent, ça fait mauvais genre d'avoir des galles qui vont déformer les rameaux et qui vont être un peu surprenantes au niveau directement de la vente. Les végétaux qui sont parasités par ce type de galles ne sont pas vendeurs et les pépiniéristes vont très souvent utiliser des traitements chimiques pour lutter contre les différents pucerons et leur attaque. Dans la nature, on va éviter d'avoir des traitements chimiques, notamment sur les épicéas. Et l'impact que l'on peut avoir au niveau de ces différentes attaques n'est pas véritablement quelque chose qui va mettre en danger la vie de l'épicéa. Donc très souvent, on va les laisser en place et l'on ne va évidemment pas les enlever manuellement, puisque quand on sait notamment qu'un épicéa peut monter jusqu'à 30 mètres, ça peut être un peu long à les enlever une par une, on va les laisser tout simplement. Et comme j'ai pu vous le dire au début de cette vidéo, très souvent, le cycle de ces différents pucerons va être directement échelonné entre l'hôte principal qui est l'épicéa et l'hôte secondaire qui va être le mélèze. Si l'on veut lutter efficacement, notamment contre ces différents types de galles, il suffit d'éloigner les mélèzes et les épicéas pour que la distance soit suffisamment grande pour que la femelle fondatrice ne puisse pas faire des allers-retours. Et même si la lutte n'est pas obligatoire au niveau des différents épicéas, il n'en reste que ces différentes galles ont tout de même une originalité et des formes assez appréciables dont vous pouvez parfaitement en faire la collection si vous en trouvez évidemment sur des spécimens lors de vos différentes balades. J'espère que cette vidéo aura pu vous plaire et qu'elle vous aura fait comprendre toute la richesse qu'il peut y avoir dans les relations entre les végétaux et les insectes. Pour ma part, évidemment, vous pouvez parfaitement me retrouver sur les différents réseaux sociaux, mais aussi interagir directement dans la barre des commentaires. Je me fais toujours un plaisir de pouvoir vous répondre. Cette vidéo est aussi là pour vous faire comprendre que la réaction de toujours traiter au niveau chimique des attaques de ravageurs n'est pas toujours la plus efficace et la plus raisonnée. Donc évidemment, on peut parfaitement laisser des insectes, suivant leurs différents stades, faire évidemment des attaques ponctuelles sur des végétaux sans que ces derniers ne soient évidemment en péril. Prenez soin de vous, cultivez-vous au niveau directement de la botanique et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt les amis, au revoir.